Soit tu t'excuses auprès de lui, soit tu pars. Ma femme a exigé cela lors d'un dîner, en désignant d'un geste son nouveau directeur des opérations. Nos enfants observaient en silence tandis que j'acquiesçais calmement avant de sortir. Elle a cru que j'avais craqué. Ce n'était pas le cas. Je venais simplement de déclencher quelque chose dont elle avait oublié l'existence. Et au matin, son sourire suffisant aurait disparu à jamais. Je m'appelle Daniel Carter. J'ai 47 ans, et depuis 23 ans, je suis le contrôleur financier de Hendrik Pharmaceuticals. Un travail stable, de bons avantages, le genre de carrière qui ne fait pas les gros titres mais qui paie les prêts immobiliers et les frais de scolarité. Ma femme, Victoria, en revanche, a bâti quelque chose de plus tape à accent grave-l'œil. Il y a 8 ans, elle a lancé la Radiance Esthétique Clinique au centre-ville de Boston, et ce fut une explosion. Botox, produit de comblement, traitement au laser. Elle a transformé la vanité en un empire. En 3 ans, elle avait ouvert 2 autres établissements. En 5 ans, elle brassait des revenus à 7 chiffres par an. J'étais fier d'elle, sincèrement. Je gérais la fiducie que son père avait établie à notre mariage, je maintenais les finances familiales en ordre, je m'assurais que nos enfants, Émilie et Nathan, ne manquaient de rien. Je pensais que nous formions une équipe. Cette illusion s'est brisée un mardi soir d'octobre. Le dîner était composé de saumon et d'asperges rôties, l'un des repas post-clients de Victoria, quand elle voulait se sentir sophistiquée. Ryan Patterson était assis en face de moi, les jambes nonchalamment croisées, sirotant son pinot noir comme s'il était chez lui. Ryan était son nouveau directeur des opérations, un titre qu'elle avait créé 6 mois plus tôt pour un type incapable de distinguer un bilan comptable d'une liste de courses. 38 ans, un bronzage perpétuel, des dents trop blanches pour être vraies. À partir de lundi, dit Victoria en coupant son saumon avec une précision chirurgicale, tu rapporteras directement à Ryan. Je posai lentement ma fourchette. Pardon ? De quoi tu parles ? Elle ne leva même pas les yeux. À la clinique. Nous restructurons la surveillance financière. Ryan va gérer l'équipe comptable et tu lui fourniras des rapports mensuels. Ryan sourit. Ce sourire lisse et répété. On va former une super équipe, Daniel. Je fixai ma femme. Victoria, je suis le fiduciaire qui gère l'ensemble de la structure patrimoniale de ton père. Je ne travaille pas à ta clinique. Je travaille avec elle. Sa mâchoire se crispa. Et maintenant, tu travailleras pour Ryan. Sauf si c'est un problème. L'atmosphère dans la pièce changea. Ryan se pencha en arrière, faisant tournoyer son vin, observant la scène comme s'il s'agissait d'un dîner-spectacle. C'est absolument un problème, dis-je avec précaution, en gardant ma voix égale. Je gère cette fiducie depuis 12 ans. Ton père m'a spécifiquement désigné parce que... Excuse-toi auprès de Ryan, m'interrompit-elle, ses yeux croisant enfin les miens. Froid, sans expression. Où part ? Je clignai des yeux. Nathan, rentré de l'université pour les vacances d'automne, baissa les yeux sur son assiette. Émilie, qui faisait défiler son téléphone, le posa lentement, les yeux écarquillés. Ryan leva légèrement son verre, ce sourire narquois toujours au coin de sa bouche. Je regardai Victoria, je la regardais vraiment, et je vis quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Quelqu'un qui venait de lancer un ultimatum devant nos enfants, devant lui. Comme si j'étais un employé qu'elle pouvait intimider pour obtenir sa soumission. Je fis un seul signe de tête. D'accord. Elle se détendit, attrapant son verre de vin. Bien. Je suis contente que tu sois raisonnable. Je ramassai ma serviette, la pliai soigneusement et me levai. Je suis raisonnable. D'accord, je m'en vais. Sa main se figea à mi-chemin de son verre. Daniel, profitez bien de votre dîner, dis-je doucement, en attrapant ma veste sur la chaise. Mes clés de voiture étaient déjà dans ma poche. Ma sacoche d'ordinateur, habituellement près de la porte, était dans mon coffre depuis ce matin. Parce que j'avais su. Peut-être pas les détails, mais j'avais su que quelque chose se préparait. Les SMS tard le soir, qu'elle pensait que je n'avais pas remarqué. La conférence à Miami, où la chambre de Ryan se trouvait à 2 portes de la sienne. La façon dont elle avait cessé de porter son alliance lors des événements clients. Nathan croisa mon regard alors que je passais.
Je lui fis un petit signe de tête. Il comprendrait plus tard. Victoria se leva, sa voix montant. Tu pars sérieusement à cause de ça? À cause d'un simple changement de reporting? Je m'arrêtai à la porte mais ne me retournai pas. Non, Victoria. Je pars parce que tu viens de le choisir lui, plutôt que moi, devant nos enfants. Il n'y a rien de simple là-dedans. La porte se referma derrière moi avec un léger clic. Le temps d'atteindre ma voiture, mon téléphone vibrait déjà. Je l'éteignis, mis le moteur en marche et conduisis vers le seul endroit où je savais qu'elle ne penserait jamais à chercher. La partie avait changé. Elle ne le savait juste pas encore. Le parking du bureau était presque vide à 21h30 un mardi soir. Juste le service de sécurité de nuit et quelques jeunes analystes qui travaillaient tard pour impressionner la direction. Je me garai à ma place habituelle, au coin du 3e niveau. Pas par nécessité, mais parce que j'aimais connaître mes issues. Ce soir, cette habitude me semblait prophétique. J'entrai avec mon badge par l'entrée latérale, celle que la plupart des gens oubliaient. Le bâtiment bourdonnait de ce silence particulier que seuls les immeubles de bureaux ont après les heures de travail. Les systèmes de CVC qui s'activaient, le vrombissement lointain des néons, ce genre de calme qui semble plein d'attente. Mon bureau était exactement comme je l'avais laissé ce matin. La photo de famille sur le bureau, celle de la remise de diplôme d'Émilie. Victoria souriait, son bras autour de ma taille. Cette photo ressemblait maintenant à une pièce à conviction sur une scène de crime. J'ouvris le tiroir inférieur de mon bureau, en sortis le dossier accordéon que j'avais assemblé au cours des 6 dernières semaines. À l'intérieur, des copies de chaque document de la fiducie, de chaque état financier, de chaque correspondance liée à la structure patrimoniale de Richard Blackwell. La structure sur laquelle reposait tout l'empire commercial de Victoria. La structure que j'avais gérée sans faille pendant 12 ans. La structure que j'étais sur le point de faire s'effondrer. Je pris mon disque dur personnel dans l'armoire verrouillée, déconnectai mon ordinateur portable professionnel et l'éteignis complètement. Mon téléphone professionnel passa en mode avion. Pas de traces numériques, pas de ping de dernière minute qui pourrait soulever des questions. Puis je pris l'ascenseur jusqu'au 2e étage. La lumière du bureau de Jennifer Archer était encore allumée. Elle était la conseillère juridique principale de Hendrik, la femme qui m'avait aidé à rédiger les clauses de modification originales de la fiducie lorsque Richard m'avait engagé comme fiduciaire. Vive d'esprit, minutieuse et totalement désintéressée par les politiques d'entreprise. Je frappai 2 fois à sa porte vitrée. Elle leva les yeux de son ordinateur, les sourcils haussés. « Daniel, il est presque 22 heures. J'ai besoin de 10 minutes, dis-je en entrant et en fermant la porte derrière moi. » Jennifer étudia mon visage, puis ferma lentement son ordinateur. « C'est à propos de la fiducie Blackwell. »« Comment le sais-tu ? » ?»« Parce que tu as cette tête, celle des gens qui s'apprêtent à tout réduire en cendres. » Elle désigna la chaise en face d'elle. « Assieds-toi. » Je posai un dossier rouge sur son bureau. J'active la section 14, clause C. Son expression passa de la curiosité au sérieux en une demi-seconde. La clause de démission. Avec effet immédiat. Elle ouvrit le dossier, parcourut la première page, puis alla à la page des signatures. Tu as déjà signé ça. Vendredi dernier. Fait authentifier samedi matin. Jennifer se pencha en arrière dans son fauteuil, enlevant ses lunettes. Daniel, comprends-tu ce que cela implique? Dès que ce document sera déposé, tous les actifs sous l'égide de cette fiducie seront gelés. Les cliniques de Victoria, ses comptes d'investissement, les biens immobiliers. Tout entre en animation suspendue jusqu'à ce que Richard nomme un nouveau fiduciaire. Je sais. Et Richard a toujours l'autorité exclusive sur la nomination des fiduciaires. Elle n'a jamais modifié cela lorsqu'elle a fusionné ses actifs commerciaux dans la structure de protection. Je le sais aussi. Jennifer me regarda un long moment. Que s'est-il passé? Elle m'a donné un ultimatum ce soir, devant nos enfants et son petit ami. Elle m'a dit de m'excuser auprès de lui ou de partir. Et tu es parti. Je suis parti. Elle expira lentement, puis sortit un bloc-notes juridique. Je déposerai ça demain matin. À la première heure. Ce sera inscrit au registre avant midi. Je ne serai pas là, dis-je en me levant. Je m'en doutais. Elle marqua une pause.
Une question, Daniel. Es-tu absolument certain de vouloir faire ça? Je pensais aux yeux froids de Victoria de l'autre côté de la table. Au sourire suffisant de Ryan. À 23 ans passés à construire quelque chose qu'elle venait de démanteler nonchalamment parce que c'était pratique. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de ma vie. Jennifer hocha la tête une fois, glissa le dossier dans sa mallette. Alors, considère que c'est fait. Je sortis de son bureau, repris l'ascenseur jusqu'à mon étage, pris la seule photo de mes enfants sur mon bureau et laissai mon alliance à sa place. Le lecteur de badge bipa à ma sortie. Je déposai ma carte d'accès dans la boîte aux lettres du bureau de la sécurité. Le temps d'atteindre ma voiture, mon téléphone affichait 17 appels manqués, tous de Victoria. Je l'éteignis complètement et me rendis à l'hôtel de long séjour sur la route 128. La chambre était petite, propre et anonyme. Parfaite. Victoria se réveilla le mercredi matin comme si elle avait gagné un prix. Je n'étais pas là pour le voir, mais Émilie me l'a raconté plus tard, m'envoyant les détails par SMS depuis la bibliothèque de sa faculté de droit, furieuse pour moi. Ma femme est entrée dans la cuisine vers 7h30 d'un pas léger, les cheveux parfaitement bouclés, vêtue de ce tailleur bleu marine qu'elle réservait aux réunions importantes. Elle fredonnait un air joyeux pendant que la machine à expresso sifflait et crachotait. Elle a même pris un selfie avec son café et son agenda, probablement pour une autre de ses publications Instagram sur la « Boss Life » ou les autres inepties qu'elle servait à ses abonnés. Puis elle l'a vue. Ma carte d'accès de Hendrik Pharmaceuticals posée sur le comptoir en marbre, juste à côté de la machine à expresso où elle ne pouvait pas la manquer. À côté, un morceau de papier en tête de l'hôtel plié avec cette mot de mon écriture, « Dis à ton avocat que c'est fini. » D. Émilie a dit que Victoria avait éclaté de rire, comme si c'était une blague. Mélodramatique, a-t-elle marmonné, en ramassant la carte et en l'examinant comme si elle pouvait être fausse. Elle l'a retournée, a vu ma photo d'identité, puis s'est rassise, plus lentement cette fois. Elle a sorti son téléphone, probablement pour envoyer un SMS suffisant à Ryan sur le fait que je ne supportais pas le nouvel arrangement, quand la sonnette a retenti. 3 coups secs. Trop urgent pour être une livraison. Trop tôt pour être un voisin. Victoria a ouvert la porte avec cette expression ennuyée qu'elle utilisait quand elle voulait que les gens se sentent petits. Harold Whittaker, son avocat spécialisé en fiducie, se tenait sur le porche. 66 ans, toujours calme, toujours 3 coups d'avance. Sauf que ce matin, il courait. Il courait véritablement. Sa veste de costume flottait, sa cravate était de travers, et il était essoufflé comme s'il avait sprinté depuis sa voiture. Madame, halta-t-il, sans attendre d'invitation, la bousculant pour entrer dans le hall. S'il vous plaît, dites-moi qu'il n'a pas démissionné. Victoria cligna des yeux. Quoi? Harold tira un dossier rouge de sous son bras, le faisant presque tomber. Dites-moi que Daniel n'a pas démissionné de son poste de fiduciaire. S'il vous plaît, dites-moi que vous l'en avez empêché. Il a laissé un mot, dit Victoria, confuse, déstabilisée. Quelque chose sur le fait que c'était fini. De quoi parlez-vous? Le visage de Harold devint blême. Il jura même à voix basse, quelque chose qu'Émilie ne l'avait jamais entendu faire en 12 ans de dîner de famille. Il jeta le dossier sur la table du hall et l'ouvrit comme s'il désamorçait une bombe. Comprenez-vous ce que vous avez fait? Demanda Harold, sa voix baissant jusqu'à ce ton dangereusement calme que les avocats utilisent avant de donner de mauvaises nouvelles. Victoria s'approcha. Harold, qu'est-ce que c'est? Il ne répondit pas, se contentant de pointer un paragraphe à la page 3, sa main tremblant légèrement. Vous lui avez dit de rapporter à Ryan Patterson, dit lentement et prudemment Harold. Vous lui avez donné un ultimatum devant témoin. Et alors? Il a fait son mélodrame et il est parti. Il va se calmer. Non. Harold secoua la tête. Non, non, non. Vous ne comprenez pas. Il ne s'agit pas de vos politiques de bureau. Il s'agit de la fiducie. La fiducie matrimoniale discrétionnaire que votre père a établie avant votre mariage. Victoria fronça les sourcils. Daniel n'était qu'un co-signataire. Harold la regarda comme si elle venait de dire que la terre était plate. Il n'était pas un co-signataire. Il était le fiduciaire principal avec pleine autorité administrative. La couleur quitta le visage de Victoria. Mais je contrôle ses actifs, dit-elle,
sa voix plus faible maintenant. Ils sont à moi. Harold tourna à la page 7. Pas s'il démissionne. Sa démission déclenche une réévaluation automatique et une clause de réversion. Chaque actif sous l'égide de cette fiducie et les comptes de votre clinique, les portefeuilles d'investissement, les biens immobiliers que vous avez fusionnés pour la protection de la responsabilité, tout est gelé. Immédiatement. Victoria s'agrippa au bord de la table. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas seulement possible. C'est déjà fait. Harold sortit son téléphone, lui montra un email horodaté. 6h47, Jennifer Archer a déposé un avis de démission ce matin. C'est au registre. D'ici midi, toutes les institutions financières auront reçu la notification. Le café de Victoria resta oublié sur le comptoir, la vapeur s'élevant inutilement dans l'air vide. Dehors, la voiture de Ryan entra dans l'allée. Il en sortit, tenant 2 gobelets Starbucks, souriant comme un idiot. Harold tira le rideau avant que Ryan ne puisse voir à l'intérieur. « Vous devez appeler votre père », dit doucement Harold. « Tout de suite. » Victoria se contenta de fixer le dossier, ses mains tremblantes. La partie avait changé, et elle venait de réaliser qu'elle n'en avait jamais connu les règles. Le jeudi après-midi, le monde de Victoria s'effondrait en temps réel. Le premier signe est apparu à 11h, lorsqu'elle a essayé de transférer des fonds pour la paix de la clinique. La transaction a échoué. Elle a réessayé. Même résultat. Elle a appelé la banque, a été transférée 3 fois, pour finalement joindre quelqu'un de l'administration des fiducies qui lui a expliqué très poliment que tous les comptes associés à la Blackwell Family Trust étaient sous gel administratif en attente de la réaffectation du fiduciaire. Il doit y avoir une erreur, avait dit Victoria, la voix tendue. Aucune erreur, Madame Carter. Nous avons reçu la notification officielle ce matin à 6h52. Elle avait raccroché et immédiatement essayé sa carte de crédit professionnel. Refusée. Sa carte personnelle. Refusée. L'American Express Platinum qu'elle utilisait pour les urgences. Refusée. Emily, qui était censée être en cours de droit des contrats, avait séché pour s'asseoir au Starbucks en face de l'établissement principal de la Radiance Clinique. Elle observait par la fenêtre Victoria faire les 100 pas dans son bureau, le téléphone collé à l'oreille, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque appel infructueux. À 14h, l'équipe d'audit est arrivée. Pas une visite de courtoisie, pas un contrôle de routine. Une équipe complète d'audit médico-légal de Steinberg & Associates, le cabinet que Richard Blackwell gardait sous contrat pour des situations exactement comme celle-ci. 3 personnes en costume sombre, transportant des boîtes de dossiers, s'installant dans la plus grande salle de conférence de la clinique comme s'ils emménageaient. Victoria a essayé de les arrêter, a exigé de savoir qui avait autorisé cela, a menacé d'appeler son avocat. L'auditrice principale, une femme d'une 50aine d'années aux cheveux gris acier et à la tolérance zéro pour le drame, a simplement tendu à Victoria une lettre sur papier à en-tête de Richard Blackwell. « C'est votre père qui l'a autorisé », dit calmement l'auditrice. « Nous aurons besoin d'un accès à tous les dossiers financiers, contrats clients et communications internes des 18 derniers mois. Nous aurons également besoin des dossiers du personnel pour tous les employés embauchés ou promus depuis janvier de l'année dernière. » La main de Victoria tremblait en lisant la lettre. En bas, la signature de son père, audacieuse, indubitable, furieuse. Ryan apparut à l'embrasure de la porte de la salle de conférence, un smoothie à la main. « Et, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il des auditeurs ici ?» L'auditrice principale le regarda avec l'expression de quelqu'un qui vient de trouver un cafard dans sa salade. « Et vous êtes ?» Ryan Patterson, directeur des opérations. Intéressant. Elle prit une note. Nous aurons besoin de votre dossier personnel et de toute la correspondance par email avec Madame Carter des 12 derniers mois. Le sourire de Ryan vacilla. Pourquoi? Procédure standard lors des examens d'administration de fiducie. Victoria tira Ryan à part, sa voix basse et tranchante. Donne-leur juste ce qu'ils veulent. Ce n'est rien. C'est juste une formalité. Mais ce n'était pas rien. Et le vendredi matin, les choses allaient empirer. Parce que le vendredi, c'est quand les RH sont entrés en jeu. Emily m'a envoyé la mise à jour par SMS à 9h. Maman vient d'être convoquée à une réunion avec les RH de la clinique et un avocat qu'elle n'a jamais rencontré. Elle a l'air effrayée.
Papa, vraiment effrayé. J'étais assis dans ma chambre d'hôtel, buvant mon café et lisant les nouvelles du matin. J'ai répondu, reste en dehors de ça, ma chérie. Laisse les choses se dérouler. Elle a renvoyé, je suis de ton côté. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai souri. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi. À l'intérieur du bureau des RH de la clinique, Victoria était assise en face de deux personnes qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Un agent de conformité du Conseil de médecine du Massachusetts et un avocat spécialisé en droit du travail et en violation de l'éthique professionnelle. Ils avaient un dossier épais. Des images de vidéosurveillance de la retraite d'entreprise à Miami. Horodatage, 14 mars, 23h47. Victoria et Ryan au bar de l'hôtel, assis près l'un de l'autre, sa main sur son bras, riant à quelque chose qu'il avait dit. Un autre clip. 15 mars, 2h23. Ryan enlevant quelque chose de la joue de Victoria, ses doigts s'attardant sur sa main une seconde de trop. Un enregistrement audio d'un dîner avec un client en avril. La voix de Victoria, claire comme de l'eau de roche. Ryan est pour ainsi dire mon mari au travail à ce stade. La réponse de Ryan, tout aussi claire. Et c'est moi qui ai de la chance. Rire de la table. Le client, un investisseur conservateur d'une fondation familiale valant 40 millions de dollars, n'avait pas ri. L'agent de conformité se pencha en avant. Madame Carter, étant donné votre rôle de fondatrice et PDG, et la récente promotion de Monsieur Patterson à un poste pour lequel il semble sous-qualifié, nous devons poser des questions difficiles sur le favoritisme, la conduite sur le lieu de travail et les violations potentielles des normes d'éthique professionnelle. La bouche de Victoria s'ouvrit. Rien ne sortit. L'avocat du travail fit glisser un document sur la table. Ceci est un avis de suspension temporaire en attendant la conclusion de notre enquête. Vous conserverez votre titre, mais toute l'autorité opérationnelle est transférée au conseil d'administration de la clinique jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Victoria fixa le papier comme s'il était écrit dans une langue étrangère. Dehors, Ryan attendait près des ascenseurs, faisant défiler son téléphone, inconscient de tout. D'ici lundi, il ne sourirait plus non plus. Richard Blackwell n'appela Victoria que le samedi soir. Il la fit attendre, la fit angoisser pendant 2 jours entiers de comptes gelés, d'équipes d'audit campées dans ses salles de conférences et d'avocats des RH posant des questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Quand son nom apparut enfin sur son téléphone, Emily était assise dans le salon, faisant semblant d'étudier. Elle m'a dit plus tard que les mains de Victoria tremblaient si fort qu'elle a failli laisser tomber le téléphone. « Papa », dit Victoria, sa voix petite d'une manière qu'Emily n'avait pas entendue depuis son enfance. « Non. » La voix de Richard était froide et tranchante. « Ne m'appelle pas comme ça, comme si ça allait adoucir ce que tu as fait. » Victoria déglutit difficilement. « Je ne savais pas que Daniel démissionnerait vraiment. Je pensais. » « Tu pensais quoi? Que tu pouvais humilier l'homme à qui j'avais fait confiance pour protéger les actifs de cette famille et qu'il allait simplement l'accepter? » La voix de Richard monta. « Tu lui as dit de rapporter à ton petit ami, Victoria. Devant tes enfants. Devant cet imbécile incompétent avec qui tu couches. Nous ne. Je n'ai pas. » L'équipe d'audit a trouvé les reçus d'hôtel, la coupe à Richard. Miami. Même établissement. Même week-end. Chambre à 2 portes l'une de l'autre. N'insulte pas notre intelligence à tous les deux en mentant maintenant. Silence. Le visage de Victoria était devenu blanc comme un linge. Daniel était la seule personne qui empêchait ton entreprise d'imploser, continua Richard. Il gérait chaque exigence de conformité, chaque optimisation fiscale, chaque bouclier juridique qui te protégeait. Et tu l'as mis dehors par ego. Je peux arranger ça, dit Victoria désespérément. Si tu dégèles les comptes, je peux payer les salaires. Je peux. Non. Le mot tomba comme un coup de marteau. Tu n'arrangeras rien. La fiducie reste gelée jusqu'à ce que le conseil nomme un nouveau fiduciaire. Et ce processus prend un minimum de 60 jours. Le souffle de Victoria se coupa. 60 jours? La clinique ne peut pas survivre 60 jours sans capital d'exploitation. Alors tu aurais dû y penser avant de détruire ton mariage pour un homme qui ne sait même pas lire un compte de résultats. Emily regarda sa mère s'effondrer sur le canapé, le téléphone collé à l'oreille,
les larmes commençant à couler sur son visage. « S'il te plaît, » murmura Victoria. « J'ai fait une erreur. Je sais que j'en ai fait une, mais j'ai bâti cette entreprise à partir de rien. Ne la laisse pas mourir parce que j'ai été stupide. » « Je ne la laisse pas mourir, » dit Richard doucement. « Je te laisse apprendre ce qui se passe quand on confond autorité et sagesse. Quand on prend le contrôle pour du respect. » La ligne devint silencieuse. Victoria resta assise, immobile, pendant une minute entière, le téléphone toujours à l'oreille, avant de finalement l'abaisser. Émilie se leva, attrapa son manteau. « Je vais à l'hôtel de papa. » Victoria leva brusquement les yeux. Émilie, ne quoi? Ne pas soutenir le parent qui n'a pas triché, qui n'a pas menti? Qui n'a pas humilié sa famille? La voix d'Émilie était calme, froide. J'en ai fini, maman. Débrouille-toi toute seule. Elle sortit, fermant doucement la porte derrière elle. Victoria resta seule dans la maison qu'elle ne pouvait plus se permettre. Dans le silence qu'elle avait créé, et comprit enfin ce qu'elle avait perdu. Lundi matin, les vautours commençaient à tourner. Ryan arriva à la clinique à 8 heures avec son habituel caramel macchiato et ce sourire inconscient, complètement ignorant que son monde était sur le point de s'effondrer. La directrice des RH l'intercepta avant qu'il n'atteigne son bureau. « Monsieur Patterson, nous avons besoin de vous dans la salle de conférence B. » Le sourire de Ryan vacilla. « Tout de suite ? J'ai l'évaluation trimestrielle à 9 heures. » L'évaluation a été reportée. Ceci ne peut pas attendre. À l'intérieur de la salle de conférence se trouvaient deux personnes que Ryan n'avait jamais rencontrées. Un avocat en droit du travail de Baxter & Klein et un enquêteur de la division d'éthique du Conseil médical de l'État. Ils avaient des dossiers, au pluriel. « Monsieur Patterson, » commença l'avocat, « nous menons une enquête sur de possibles fautes professionnelles et violations de l'éthique à la Radiance Esthétique Clinique. » Ryan posa lentement son café. L'enquêteur ouvrit un ordinateur portable, le tourna vers lui. Des images de vidéosurveillance défilèrent. Ryan et Victoria au bar de l'hôtel à Miami, riant, sa main sur son genou. Un autre clip, eux entrant ensemble dans l'ascenseur à 23h53. Le visage de Ryan devint rouge. C'était un voyage d'affaires, c'est tout. Vraiment? L'avocat fit glisser un itinéraire imprimé sur la table. Parce que selon ceci, Madame Carter était inscrite à une conférence sur les RH à Orlando ce même week-end. Pourtant, vous voilà tous les deux à Miami, à un événement d'entreprise de Radiance qu'elle n'a pas déclaré à son conseil. On s'est croisés par hasard, dit Ryan, sa voix moins assurée maintenant. Dans des chambres à deux portes l'une de l'autre, réservées le même jour avec la même carte de crédit d'entreprise, l'enquêteur haussa un sourcil. Intéressante coïncidence. Ils lui montrèrent d'autres notes de frais qu'il avait soumises pour des conférences auxquelles il n'avait jamais assisté, des remboursements pour des dîners qui ressemblaient étrangement à des rendez-vous galants, une promotion au poste de directeur des opérations malgré une expérience nulle en gestion financière. « Voici où nous en sommes, monsieur Patterson, » dit l'avocat. « Vous avez accepté un poste pour lequel vous n'étiez pas qualifié, de la part d'une supérieure avec qui vous entreteniez une relation inappropriée. Vous avez soumis des notes de frais frauduleuses pour un total de 47 000 $. Et vous avez fait tout cela alors que la clinique était sous protection fiduciaire, ce qui en fait une question de responsabilité fiduciaire. » Le café de Ryan resta oublié, devenant froid. « Qu'est-ce qui se passe maintenant » demanda-t-il doucement. « Maintenant, vous démissionnez » dit simplement l'avocat. « Avec effet immédiat. Vous rembourserez les frais frauduleux sur 24 mois et vous signerez un accord de non-divulgation. En échange, nous ne transmettons pas cette affaire aux forces de l'ordre. Et si je ne démissionne pas ? » L'enquêteur sourit finement. « Alors nous déposons des accusations criminelles pour fraude et laissons le procureur s'en occuper. C'est votre choix. » Ryan signa la lettre de démission d'une main tremblante. À 10 heures, la sécurité le raccompagnait à la sortie avec une boîte contenant ses affaires. Victoria observa depuis la fenêtre de son bureau, le visage vide. À midi, Ryan avait bloqué son numéro. À 15 heures, son statut LinkedIn était passé à « ouvert aux opportunités ». À 17 heures, Victoria reçut une notification indiquant que le conseil d'administration de la clinique convoquait une réunion d'urgence pour discuter de son maintien au poste de PDG. Elle s'assit dans son bureau, bientôt son ancien bureau, et fixa son téléphone.
Pas d'appel de Ryan. Pas de SMS, pas de « on va s'en sortir ensemble ». Juste le silence, et la lente prise de conscience qu'elle avait échangé tout ce qui était réel contre quelque chose qui n'avait jamais existé. La réunion d'urgence du conseil d'administration eut lieu un mercredi, 3 semaines après que j'ai quitté ce dîner. Victoria n'en fut informée que le mardi soir. Une manœuvre de pouvoir délibéré de son père, contre laquelle elle était trop épuisée pour se battre. Émilie m'envoyait des mises à jour par SMS depuis le Starbucks d'en face. Elle s'était positionnée près de la fenêtre avec une vue dégagée sur la salle de conférence du 3e étage de la clinique. Ils sont tous là, papa. 7 membres du conseil, 2 avocats, et grand-père. Maman a l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Elle n'avait pas dormi. Nathan m'avait dit que leur mère vivait de chaque protéiné et d'anxiolytiques, faisant les 100 pas dans la maison à 3 heures du matin, passant des appels qui tombaient sur des boîtes vocales. À l'intérieur de cette salle de conférence, Victoria faisait face aux personnes qui contrôlaient son destin. Richard était assis en bout de table, son expression taillée dans le granit. Les autres membres du conseil, des investisseurs que son père avait recrutés, des associés qui connaissaient Victoria depuis qu'elle portait un appareil dentaire, la regardaient avec des degrés variables de déception et de pitié. La présidente du conseil, une chirurgienne à la retraite nommée Dr Patricia Hines, ouvrit un portefeuille en cuir et commença à lire à voix haute. Notre examen a identifié plusieurs sujets de préoccupation. Premièrement, la nomination de Ryan Patterson à un poste de direction malgré un manque de qualifications requises. Deuxièmement, des relations personnelles non divulguées qui ont créé des conflits d'intérêts. Troisièmement, des irrégularités dans les dépenses totalisant 47 000 $. Quatrièmement, une conduite qui a violé les normes de gouvernance éthique de la fiducie. Victoria restait parfaitement immobile, les mains jointes sur la table, le visage pâle et maîtrisé. Madame Carter, continua le docteur Hines, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Victoria regarda son père. Il la fixa en retour, impassible. J'ai fait des erreurs, dit Victoria doucement. J'ai laissé des sentiments personnels obscurcir mon jugement professionnel. J'ai promu quelqu'un que je n'aurais pas dû. Et j'ai endommagé des relations qui comptaient. Mais j'ai bâti cette clinique à partir de rien. J'ai aidé des milliers de clients. J'ai employé 53 personnes. Cela doit compter pour quelque chose. C'est le cas, dit le docteur Hines. C'est pourquoi nous ne dissolvons pas entièrement l'entreprise. Les yeux de Victoria s'écarquillèrent légèrement. Le premier signe d'espoir depuis des semaines. Cependant, poursuivit le docteur Hines, et ce mot tomba comme un coup de masse, le conseil a voté pour vous démettre de vos fonctions de PDG. Avec effet immédiat. Vous conserverez une participation minoritaire, 22%, mais toute l'autorité opérationnelle sera transférée à une équipe de direction par intérim. La pièce se mit à tanguer. Victoria s'agrippa au bord de la table. Il vous sera également demandé de rembourser à la fiducie les irrégularités de dépenses attribuées aux notes de frais frauduleuses de M. Patterson, puisque vous les avez approuvées. Le plan de paiement sera structuré sur 36 mois. Richard prit la parole pour la première fois. De plus, le nouveau PDG sera nommé par ce conseil, pas par vous. Vous n'aurez aucun droit de veto, aucune participation opérationnelle, aucune autorité d'embauche. Victoria se tourna vers lui. Tu me prends mon entreprise. Non, dit froidement Richard. Je sauve ce qu'il en reste. Tu as déjà pris tout le reste. Émilie m'envoya un SMS. Maman vient de sortir. Elle a l'air anéantie. 20 minutes plus tard, Victoria était assise dans sa voiture dans le parking, fixant le vide. Son téléphone vibra avec un message de la nouvelle PDG par intérim de la clinique, une femme qu'elle avait embauchée 4 ans plus tôt comme directrice des relations clients. Le message était poli, professionnel et dévastateur. Veuillez retirer vos effets personnels du bureau de la direction d'ici vendredi. La sécurité vous escortera. Victoria ne pleura pas. Elle était trop vide pour les larmes. Elle avait perdu son mariage, perdu son entreprise, perdu le respect de son père, tout perdu. Et Ryan, l'homme pour qui elle avait tout sacrifié, n'avait répondu à aucun de ses messages depuis 2 semaines. J'ai dîné avec Émilie et Nathan ce vendredi-là dans un restaurant italien tranquille à Newton. Nathan avait fait la route depuis l'université spécialement pour ça. Il a dit qu'il avait besoin de me voir, de s'assurer que j'allais bien.
Mes enfants m'ont serré dans leurs bras comme si j'étais parti pendant des années au lieu de quelques semaines. Tu as l'air en forme, papa, dit Émilie en étudiant mon visage. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Je me sens mieux que ce à quoi je m'attendais, admis-je. Nous avons commandé, avons parlé des cours d'Émilie et des examens à venir de Nathan. Puis Nathan posa sa fourchette et me regarda droit dans les yeux. Maman est au fond du trou, dit-il sans détour. Elle sort à peine de sa chambre. Elle ne s'est pas douchée depuis 3 jours. Elle reste juste assise là, à fixer son téléphone comme si Ryan allait magiquement lui envoyer un SMS. Il ne le fera pas, ajouta Émilie. J'ai vérifié ses réseaux sociaux. Il publie déjà des photos avec une professeure de yoga de 26 ans. On dirait qu'ils sortent ensemble. Je ne ressentis rien. Pas de satisfaction, pas de sentiment de vengeance, juste une observation clinique distante que les conséquences étaient arrivées exactement comme prévu. Comment vous sentez-vous par rapport à tout ça, leur demandai-je. Honnêtement. Nathan n'hésita pas. Je suis de ton côté. Ce qu'elle a fait est impardonnable. Émilie hocha la tête. Pareil. Elle t'a humilié devant nous, papa. Elle l'a choisi lui, plutôt que toi. Plutôt que notre famille. Je ne peux pas pardonner ça. Vous le ferez peut-être un jour, dis-je doucement. C'est toujours votre mère. Une mère qui a trompé notre père et détruit notre famille pour un type qui s'est tiré à la seconde où les choses sont devenues difficiles, dit sèchement Émilie. Non, j'en ai fini. La nourriture arriva. Nous mangeâmes en silence un instant. Puis Nathan posa la question que j'attendais. Qu'est-ce qui se passe maintenant, entre toi et maman? Le divorce, dis-je simplement. Déjà demandé. Mon avocate a soumis les papiers mardi. Est-ce qu'elle le sait? Elle le saura. Elle va recevoir la notification. Probablement lundi. Émilie but une gorgée d'eau. Bien. Elle ne te mérite pas, papa. Elle ne t'a jamais mérité. Ne dis pas ça, dis-je. Nous avons eu de bonnes années. Nous avons construit une vie ensemble. Elle a juste oublié ce qui comptait. Elle a oublié que tu comptais, corrigea Nathan. Il y a une différence. Après le dîner, alors que nous marchions vers nos voitures, Émilie me serra à nouveau dans ses bras. Je suis fière de toi, murmura-t-elle. D'être parti, de ne pas avoir crié ou cassé des choses. D'avoir géré ça comme un homme. Ces mots, venant de ma fille de 22 ans qui se destinait à devenir avocate, qui avait vu le monde de sa mère s'effondrer en temps réel, signifiaient plus que n'importe quelle victoire au tribunal. Je t'aime, ma chérie, dis-je. Je t'aime aussi, papa. Nathan me serra la main, puis me tira dans une étreinte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, tu m'appelles. Compris? Compris. Je suis rentré à mon hôtel. J'avais opté pour un appartement meublé après la 2e semaine, et je me suis versé 2 doigts de scotch. Mon téléphone vibra. Un message de Jennifer Archer. Le conseil de la fiducie a nommé un nouveau fiduciaire. Annonce officielle lundi. Je pensais que tu voudrais savoir. C'est Richard. Il prend le contrôle direct. Je souris. Richard avait fait son choix. Pas Victoria. Pas un tiers neutre. Lui-même. La déclaration ultime sur l'endroit où se trouvait sa confiance. Mon téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était Nathan. Maman vient de recevoir les papiers du divorce. Elle appelle tout le monde en pleurant. Je voulais juste que tu le saches. Je posai le téléphone, face contre la table, et regardais les lumières de la ville. Quelque part là-dehors, Victoria réalisait que les actions ont des conséquences, que la trahison a un coût, qu'on ne peut pas humilier quelqu'un et s'attendre à ce qu'il reste. Je l'avais aimée un jour, j'avais construit une vie avec elle, je lui avais donné 23 ans de loyauté et de confiance. Elle avait tout jeté pour un homme qui était déjà passé à quelqu'un de plus jeune. L'ironie était presque poétique. Je levai mon verre vers la fenêtre. À la dignité, dis-je doucement, et je bus. La procédure de divorce avança plus vite que Victoria ne s'y attendait. Quand vous avez une trace écrite claire d'infidélité, d'approbation de dépenses frauduleuses et un avocat spécialisé en fiducie prêt à témoigner sur les manquements fiduciaires, il n'y a pas beaucoup de place pour la négociation.
Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence du cabinet de mon avocate par un matin froid de début décembre. Victoria arriva, n'étant plus que l'ombre d'elle-même, plus mince, plus âgée, portant un manteau qui avait connu des jours meilleurs. Son avocat, un associé qu'elle avait engagé après qu'Harold ait refusé de la représenter, semblait mal à l'aise. Mon avocate, Patricia Keane, exposa les termes avec une précision clinique. Étant donné l'infidélité documentée et le rôle de Madame Carter dans la mauvaise conduite financière qui a déclenché le gel de la fiducie, nous proposons une division simplifiée. Monsieur Carter conserve la maison familiale, sa retraite et ses comptes personnels. Madame Carter conserve sa participation de 22% dans la Radiance Clinique et son véhicule. L'avocat de Victoria commença à objecter, mais Victoria posa une main sur son bras. Et la pension alimentaire, demanda son avocat. Aucune, dit sèchement Patricia. Le Massachusetts autorise le refus de la pension alimentaire en cas d'adultère. Nous avons amplement de preuves. Victoria fixa la table. Je ne veux pas de la maison de toute façon, dit-elle doucement. Trop de souvenirs. Alors nous sommes d'accord, demanda Patricia. Victoria signa sans lire le reste. Sa main tremblait, mais elle signa. L'affaire fut réglée en 40 minutes. Alors que nous nous levions pour partir, Victoria me regarda pour la première fois. Daniel, peut-on parler? Juste une minute? Je jetai un coup d'œil à Patricia. Elle hocha la tête et sortit avec l'avocat de Victoria. Nous restâmes seuls dans cette salle de conférence stérile. 23 ans de mariage réduits à des signatures sur des documents juridiques. Je suis désolé, dit Victoria. Pour tout. Pour Ryan, pour l'ultimatum, pour avoir oublié ce que nous avions. Je sais que tu le hais, dis-je. Maintenant. Y a-t-il une chance, une possibilité que nous puissions réessayer? Recommencer à zéro. Je la regardais vraiment, et je ne ressentis rien d'autre qu'une lointaine tristesse pour celle qu'elle avait été. Non, dis-je doucement. Tu ne m'as pas seulement trahi, Victoria. Tu m'as humilié devant nos enfants. Tu l'as choisi lui, plutôt que moi, plutôt que notre famille. Et quand tout s'est effondré, il t'a quitté sans un regard en arrière. Ce n'est pas quelque chose dont on se remet. Ses yeux s'emplirent de larmes. J'ai tout détruit, n'est-ce pas? Tu as fait des choix, dis-je. Et les choix ont des conséquences. Qu'est-ce qui nous arrive maintenant? Je veux dire. Il n'y a plus de nous, dis-je. Tu reconstruiras ta vie. Moi aussi. Émilie et Nathan définiront leur relation avec toi en temps voulu. Mais toi et moi, c'est fini. Elle hocha la tête en essuyant ses yeux. Pour ce que ça vaut, tu méritais mieux. Je sais, dis-je. C'est pour ça que je suis parti. Je sortis de cette salle de conférence et ne regardai pas en arrière. Patricia me rejoignit dans le couloir. Ça va? Mieux que bien, dis-je. Je suis libre. Le divorce fut finalisé 3 semaines plus tard. Je n'ai pas assisté à l'audience finale. J'ai laissé Patricia s'en occuper. Émilie m'a envoyé un SMS quand c'était officiel. C'est fait, papa. Tu es officiellement célibataire. J'étais dans mon nouvel appartement, en train d'assembler des meubles que j'avais choisis moi-même, de construire une vie qui était entièrement la mienne. Et pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. 8 mois après avoir quitté ce dîner, je me tenais dans le hall de Hendrik Pharmaceuticals, regardant une présentation que je ne m'attendais jamais à faire. Richard Blackwell m'avait nommé nouveau fiduciaire, non seulement de sa fiducie familiale, mais aussi conseiller principal pour l'ensemble de son portefeuille financier. L'annonce s'accompagnait d'une promotion chez Hendrik, vice-président senior de la stratégie financière. Émilie et Nathan étaient assis au premier rang de l'auditorium de l'entreprise, tous deux souriant jusqu'aux oreilles. Après la présentation, Richard me prit à part. « J'aurais dû te nommer fiduciaire depuis le début, dit-il. J'aurais dû voir que Victoria avait hérité de mon sens des affaires, mais pas de mon jugement de caractère. C'est toujours ta fille, dis-je. Et elle apprend des leçons difficiles sur ce qui compte. » Il marqua une pause. Elle a demandé de tes nouvelles la semaine dernière. Elle voulait savoir si tu voyais quelqu'un. Je haussai un sourcil. Et que lui as-tu dit? Que ta vie personnelle ne la regarde plus.
Il sourit légèrement. Est-ce que tu vois quelqu'un? Je pensais à Jennifer Archer, l'avocate d'entreprise qui m'avait aidé à exécuter ma stratégie de sortie. Nous prenions un café tous les samedis depuis un mois. Rien d'officiel, rien de précipité, juste deux personnes qui comprenaient la loyauté et l'intégrité, apprenant à se connaître. Peut-être, dis-je. C'est encore récent. Bien, dit Richard. Tu mérites le bonheur, Daniel. Un vrai bonheur. Ce soir-là, j'ai retrouvé Émilie et Nathan pour dîner dans le même restaurant italien où nous avions mangé des mois auparavant. Mais cette fois, nous célébrions. Un discours, lança Nathan en levant son verre d'eau. Je me suis levé, j'ai regardé mes enfants, tous deux en bonne santé, heureux, choisissant l'intégrité plutôt que la commodité. Aux secondes chances, dis-je, au fait de connaître sa propre valeur, et aux personnes qui vous soutiennent quand c'est le plus important. Nous avons trinqué. Mon téléphone vibra. Un SMS de Jennifer. Félicitations pour la promotion. Toujours d'accord pour le café samedi? J'ai souri et répondu. Je ne manquerai ça pour rien au monde. Émilie se pencha, vit le message et sourit. C'est Jennifer, l'avocate? Peut-être. Papa, elle est géniale. Intelligente, magnifique, et elle t'apprécie vraiment, contrairement à certaines personnes, ajouta Nathan d'un ton significatif. Je rangeai mon téléphone. Disons simplement que j'apprends à reconnaître la qualité quand je la vois. Plus tard dans la nuit, seul dans mon appartement, celui que j'avais meublé moi-même dans un immeuble que j'avais choisi, dans une vie que j'avais construite à partir de zéro, j'ai sorti mon ordinateur portable. Victoria avait envoyé un email il y a 3 jours. Je ne l'avais pas lu, ni supprimé, je l'avais juste laissé là, non lu. Le fantôme d'un passé que j'avais laissé derrière moi. Maintenant, enfin, je l'ai ouvert. Daniel? Je sais que je n'ai aucun droit de demander pardon. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, mais je veux que tu saches que te perdre a été la pire erreur de ma vie. Ryan n'était rien. Un fantasme, une flatterie pour mon ego, une stupide distraction du fait que j'avais cessé d'apprécier l'homme merveilleux que j'avais épousé. Tu m'as donné 23 ans de loyauté, et j'ai tout jeté. Je suis désolé. Je sais que ça ne change rien, mais j'avais besoin que tu le saches. J'espère que tu trouveras le bonheur. Tu le mérites plus que quiconque. V. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai fermé l'ordinateur. Elle avait raison sur un point. Ça ne changeait rien. J'avais passé 23 ans à être un bon mari, un bon père, un homme bien. J'avais bâti des structures qui la protégeaient, soutenu ses rêves, sacrifié mes propres ambitions pour qu'elle puisse poursuivre les siennes. Au moment où c'est devenu incommode, elle m'a écarté comme si j'étais jetable. Mais je n'étais pas jetable. J'avais de la valeur. Et maintenant, j'étais libre de construire quelque chose avec quelqu'un qui le comprenait. J'ai ouvert mon téléphone, suis allé au contact de Jennifer et ai envoyé un message. J'attends samedi avec impatience. Peut-être qu'on pourrait dîner à la place. Sa réponse est arrivée 30 secondes plus tard. J'aimerais beaucoup. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé mon appartement. Petit, propre, entièrement à moi. Ce n'était pas la vie que j'avais prévue, mais c'était une vie construite sur le respect de soi, la dignité et la certitude que je préférais être seul que de ne pas être respecté. Victoria a tout perdu en courant après un homme qui ne l'estimait pas. J'ai tout gagné en quittant une femme qui avait oublié ma valeur. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas la destruction. C'est de construire quelque chose de mieux, sans eux.